Effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine hostilité envers les influenceurs et souvent on oppose en fait bizarrement être un influenceur et vraiment être un passionné de sport, alors qu'au final, je pense qu'on peut être les deux. Et dans mon cas, je ressens pas vraiment trop d'hostilité. Alors parfois, j'ai des petites remarques un peu piquantes, notamment, comme on disait tout à l'heure, sur le fait que parfois je fais du sport en pleine journée. Les gens s'imaginent que j'ai pas de métier, alors que pas du tout. Je savais plus ce que je faisais là, je voyais plus l'intérêt en fait. Je me disais non mais, c'est bien d'aller au bout, mais non, si c'est pour prendre aucun plaisir, quel est l'intérêt? Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait, il m'a dit non, c'est ça un ultra Lisa. Et en fait, il a presque rigolé. Il m'a dit mais en fait, à quoi tu t'attendais? C'est ça un ultra. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 05 du Let's Try podcast consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toute la communauté va bien. Je vais profiter de l'intro de ce nouvel épisode pour faire passer quelques petits messages. Il y a de cela 15 jours, j'ai lancé les 3 premiers épisodes et mis en ligne sur les différentes plateformes d'écoute. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à un retour aussi incroyable. J'ai reçu des messages par dizaines, des encouragements, des félicitations. Je ne pensais pas que ce podcast allait générer autant de positifs autour de moi. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait générer de telles réactions. Donc je tenais à remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des petits messages et des petits mots d'encouragement. Donc il y en a beaucoup, mais je pense que ça vaut la peine de les nommer parce qu'ils ont pris le temps d'écrire et je les remercierai jamais assez. Donc merci à toi Axel Massa 13, Jules La Boujotte pour tes conseils pertinents et avisés, Constant WDKR, Marie 11521, Franck Perrodo, Willy Jiménez, Laf 25. Je remercie aussi Jimmy Lavigne, Laurent Nicolo, Jonathan Dalen, Eric GN, Antoine Jiquel, David Larche, Alban Delaney, Monsieur Tipiac, on a beaucoup échangé ensemble toi et moi, Thomas Venot, Guillaume Lafay, Morgane Beaujoin, Morgane on va se retrouver dans un prochain épisode aussi, Nico Mort, mon voisin, on va se retrouver aussi. Voilà, donc je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de faire vivre la communauté. Je suis désolé si j'ai oublié des personnes qui ont notamment mis des commentaires sur iTunes ou Apple Podcast, car je n'ai pas eu le temps tout simplement d'aller regarder. Je veux en profiter aussi pour remercier ma femme et ma fille qui sont toujours derrière moi depuis le début de ce projet. Je voudrais remercier mon frérot et Thomas et Émilie de leur soutien. Mais passons sans plus tarder au sujet principal de cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une Marseillaise de 29 ans, extrêmement populaire sur Instagram, mais ce n'est pas son seul atout puisqu'elle a également un blog intitulé Run and Write. C'est une runneuse et une traileuse d'aujourd'hui, en accord avec son temps. Elle propose des contenus toujours intéressants, mais sans tomber dans la caricature du Beautiful Life tant décriée sur Instagram. Mais ce pourquoi je l'ai invitée principalement, c'est qu'elle a réalisé quelques performances d'ultra-endurance telles que le Half Marathon des Sables au Pérou, l'UTPM-A, l'Ultra Trail du Puy-Marie-Aurillac, ses 108 km et ses 5000 mètres de dénivelé positif, et elle vient de réaliser le GR70 en Auvergne en 8 jours, avec ses 250 km et ses 7000 mètres de dénivelé positif. Je ne vais pas vous faire plus attendre, faisant sans plus tarder connaissance avec Lisa, alias Lily Running. Eh bien, salut Lisa, donc alias Lily. Nous sommes en direct de l'Escale Borelli à Marseille. Je te souhaite la bienvenue, Lily. Merci. Alors, pour commencer, Lisa, qui est donc cette Lily Running? Est-ce que tu peux te présenter? Donc déjà, comme tu viens de le dire, mon vrai prénom c'est Lisa et pas Lily. Lily, c'est le petit nom que me donnait ma maman quand j'étais petite. Et j'ai choisi ce pseudo Insta totalement au hasard. Si j'avais su que ça allait prendre cette ampleur, j'aurais peut-être pas choisi celui-là. Tu regrettes aujourd'hui? Non, je regrette pas, mais ouais, avec le recul, j'aurais peut-être choisi quelque chose d'un peu différent. Enfin, c'est un peu bateau, Lily Running. C'est pas nul, mais c'est complètement bateau. Donc ouais, j'aurais peut-être choisi autre chose. Et je préfère quand on m'appelle Lisa. Donc. D'accord, moi je trouve ça bien. Personnellement. Donc voilà. Donc j'ai 29 ans, j'habite à Marseille et je suis passionnée de trail. Et à côté de ça, j'aime des choses simples dans la vie, boire un verre avec des amis, profiter de la nature, etc.
D'accord. Donc tu es de Marseille, tu disais, tu as grandi à Marseille? Oui, j'ai grandi à Marseille, enfin j'ai grandi juste à côté de Marseille jusqu'à mes 8 ans et ensuite en centre-ville. D'accord. Et donc dans la vie, tu as une activité professionnelle aujourd'hui ou pas? Oui, tout à fait. Instagrammeuse n'est pas mon métier. Instagrammeuse n'est pas ton métier. On y reviendra plus tard. Hein. On pourra en parler, il n'y a pas de souci. Non, mais par contre, je travaille effectivement en freelance et je suis community manager et rédactrice web pour plusieurs petites PME et une agence basée en Corse. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire par rapport au trail et nous expliquer un peu le moment où tu as débuté cette pratique? Alors, je pense qu'il faut quand même que je commence par la course à pied de façon plus générale. J'ai commencé il y a maintenant bientôt 5 ans, ça passe super vite. J'y suis venue vraiment un peu par hasard en fait. J'étais pas méga sportive et je cherchais justement à faire un sport de façon plus régulière. Et du coup, je me suis demandé quel est le sport qui va pas me coûter trop cher, où je vais pas payer un abonnement super cher ou un matos super cher et abandonner au bout de 2 semaines. Et en fait, je me suis dit, la course à pied, j'avais une paire de Kalenji achetée chez Decathlon pour faire un tout autre truc. J'ai téléchargé une application gratuite et puis je suis partie. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, mon ex, la première fois, m'a dit pense à prendre 10 €. Je lui dis pourquoi? Il me dit pour le taxi du retour. Super encourageant, voilà. Donc c'est parti d'une première sortie où j'ai fait 5 km, ce qui était au final pas si mal pour une première fois en fait, avec le recul. Au début, j'aimais pas du tout, mais j'ai adoré les endorphines que ça me procurait. À l'époque, je commençais un premier vrai CDI en entreprise à l'époque. Et tu avais quel âge à cette époque-là? Du coup, je crois que j'avais 24, 25 ans. Je sais plus si c'était il y a 4 ou 5 ans, mais je pense que j'avais 24 ans. Du coup, j'ai quand même assez rapidement pris goût. Donc au début, c'était simplement les endorphines d'après course. Et puis à chaque fois, quand c'était première sortie, tu te dépasses. La première fois, tu fais 5. La deuxième fois, 5, mais peut-être en marchant moins. Après, tu fais 6, 7. Ton premier 10 km, c'est waouh, t'es super content. Donc, et à chaque fois, tu te dépasses un peu plus. Donc au début, c'était vraiment cet aspect-là que j'aimais. Donc que de la route au début? Au début, vraiment que de la route, ouais. Je courais autour de chez moi, donc j'habite en centre-ville à Marseille. Je faisais le Mucem, le Vieux-Port. J'avais l'impression que la petite montée pour aller jusqu'au Palais du Pharo, c'était c'était le bout du monde. Donc voilà. Et vraiment, j'aimais pas du tout le dénivelé à l'époque. Mais j'ai quand même vite pris goût à la course à pied et quand même assez rapidement aux longues distances. La première année, c'était très en dilettante parce que quand j'aime quelque chose, je le fais à fond et du coup, je pense que j'y étais trop vite, trop fort. J'étais assez rapidement à 3-4 sorties semaine et en fait, quand tu viens de débuter, ça fait beaucoup au final. Donc, je me suis blessée 2 fois sur la première année, donc c'était hyper en dilettante. Mais au bout d'1 an, j'ai couru mon premier semi. Seulement 6 mois plus tard, j'ai fait mon premier marathon à Marseille. 6 mois après avoir débuté? Non, 6 mois après. En fait, j'ai commencé en octobre. Septembre suivant, donc la veille de mes 25 ans, j'ai couru mon premier semi. Mais vraiment, j'avais été en dilettante jusque-là. Et après, en mars, je cours mon premier marathon. Donc en 6 mois, je suis passée du semi au marathon, quoi, on va dire. D'accord. Ouais, c'est quand même pas rien, quoi. Et de là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les assez longues distances. Donc à l'époque, j'étais pas très trail, donc c'était plutôt marathon. Je m'imaginais un jour courir un 100 km route, style Millau, etc. Mais je faisais quand même un petit peu des petites courses nature, donc comme on a autour d'ici, tu vois, des 13-15 km avec un peu de 200, 300 de D+, mais plus du DFCI, du grand chemin. Et j'aimais bien ça, mais bon, les côtes, etc., c'était toujours pas trop ça. Puis un jour, j'ai un copain, Grégoire, qui m'emmène dans les Calanques, en mode, allez, on va faire du trail, du vrai trail. Ouais, là, vraie sortie trail au départ de Lumini. Et j'en garde un souvenir assez mémorable, en fait. Je me rappelle, à l'époque, j'étais... En fait, dès que ça grimpait trop, qu'on marchait, etc., ou qu'on s'arrêtait, lui s'arrêtait, prendre une photo, prendre une pause, enfin, profiter de l'instant, tout simplement, comme on fait en trail. Et on y allait vraiment tranquille, parce qu'en plus, j'étais vraiment... les montées, c'était pas trop ça. Et en fait, dès qu'on s'arrêtait ou dès qu'on marchait, j'appuyais sur pause sur ma montre. Et je passais mon temps à regarder ma montre et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il a failli balancer ma montre dans les calanques, quoi. Il me disait, mais t'as rien compris, quoi. Et effectivement, j'avais rien compris ce jour-là. T'étais encore basé sur les vieilles habitudes de la route. Ouais, c'est ça, j'avais bien aimé, mais j'avais envie de lui dire merci pour la rando, quoi. J'étais sur mes habitudes de route où à l'époque, je progressais quand même pas mal en course à pied sur route, etc. J'avais des objectifs route et du coup, j'étais encore vachement sur la montre.
Et je comprenais pas trop ce truc du trail, etc. J'avais trouvé ça agréable, j'avais adoré les vues, j'avais envie de recommencer, mais pour moi, c'était une rando. D'accord. Et donc, je suis repartie ce jour-là en me disant, OK, ben moi, en fait, ce que j'aime, c'est pas le trail, c'est la course nature. Parce qu'en course nature, tu peux quand même performer, courir tout le temps, etc. J'étais encore vachement là-dessus. D'accord. Et à peu près un an j'ai quand même fini par y revenir, à refaire des sorties un peu nature, etc. Il faut dire quand même que sortir la première fois en trail dans les Calanques, c'est pas rien parce il faut dire qu'on n'a pas le terrain de jeu le plus facile. Pour ceux qui connaissent, les Calanques, c'est en termes de technicité, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que tu sais courir dans les Calanques, tu peux courir partout. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Et donc à peu près, il y a maintenant 2 ans, j'ai fait mon premier vrai trail. Donc c'était un 20 km dans les Alpes de Haute-Provence. Lequel ? Tu te rappelles ? C'était vraiment un tout petit trail. C'était à Ribier, je crois que ça s'appelait. Il n'existe même plus. C'était la dernière année où il a été organisé. On devait être peut-être 120 sur le format 20 km. Donc là, pour le coup, vrai trail, 20, je crois que c'était 18 ou 20 pour à peu près un peu plus de 1000 de D+. Donc un vrai format trail assez technique avec un passage en pierrier, etc. J'ai un peu subi parce que je suis partie un peu une main devant, une main derrière avec 300 ml d'eau, je crois. Mais ce jour-là, j'ai vraiment commencé à apprécier. J'ai fini 2e féminine, bon peut-être sur 12 ou 15, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de mérite, mais je me suis régalée. Tu t'es éclaté quoi. C'était un bon premier. Ouais, là vraiment pour moi c'était ce jour-là mon premier vrai trail. 2 ou 3 semaines après, je m'aligne sur un petit trail un peu plus connu, la 6 des Lacs à La Plagne. C'est donc la petite sœur de la 6000D. 30 km pour 2000 de D+, je crois. Ouais. Donc là, c'était un vrai premier format trail alpin. Donc et pareil, je me suis vraiment régalée. Et de là, j'ai vraiment commencé à prendre goût au trail. Mince, je me suis trompée en fait. Non, mon 2e trail, c'était pas celui-là. Vas-y. C'était début juillet dans le Champsaur, le petit format de l'Ultra Champsaur, les fonds de Roanne, pareil, 30 km, 2000 D+. D'accord. Et j'en ai chié, mais j'ai vraiment adoré. Et pour moi, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et que je me suis rendu compte qu'au final, j'aimais vraiment ça. Que c'était ton truc. Voilà, et que c'était mon truc. Alors au début, je pensais, quand je m'y suis mise, que j'allais pouvoir cumuler trail et course sur route. Au début, j'aimais autant l'un que l'autre. J'avais encore des objectifs route, faire des marathons, des semis, améliorer mes chronos. Et puis les trails plus pour le côté plaisir, nature, découverte. Et au fil du temps... naturellement, tu t'es... Ouais, naturellement et assez rapidement, je me suis plus tournée vers le trail. Donc, dans mes entraînements, pas vraiment, parce que comme j'habite en centre-ville à Marseille, c'est beaucoup plus facile pour moi en semaine d'aller courir sur bitume. Mais au niveau des courses, des objectifs, etc., je me suis quand même vite naturellement tournée vers du trail et de plus en plus long. Donc, été 2017, mes premiers trails dont je viens de te parler, des 30 km. Hiver 2017, je cours la Saint-Élion, donc il y a le grand débat Saint-Élion, trail ou pas, donc c'est pas vraiment un trail, mais ça reste quand même une course de nature. En tout cas, c'est l'ultra distance. Et voilà, et effectivement, une première longue distance, je me suis régalée. Froid, j'imagine. Froid, oui, c'est l'hiver, c'est l'année où il a fait moins 5 degrés, ressenti moins 10, où il y avait de la neige au sol, mais honnêtement, je me suis éclatée, j'ai pas ressenti le froid, parce que j'étais bien couverte, et c'était vraiment une super expérience. D'accord. 2018, donc comme j'avais fait en 2017 la 6 des Lacs, je m'étais dit allez, je reviens l'an prochain, je fais la 6000D qui est quand même un trail assez emblématique en France, je sais pas si tu connais. De nom, mais qui fait combien de kilomètres ? C'est à La Plagne, c'est 65 km pour pas 6000 de D+, comme on pourrait le croire. D'accord. C'est en fait historiquement ça s'appelait la 6000D parce qu'il y avait 6000 de dénivelé au total, 3000 D+, 3000 D-. D'accord. Aujourd'hui c'est 65 pour 3005 de D+, et 3005 de D- forcément. D'accord. Et en fait la particularité de ce trail, déjà c'est que c'est un des plus anciens trails officiels en France, mais aussi qu'en fait tu pars de plutôt bas en fait tu te tapes tout le dénivelé d'un coup. Tu pars de 1000 mètres à peu près pour grimper à plus de 3000 sur un glacier. D'accord. Donc tu vas des pommiers jusqu'au glacier, c'est un peu Ouais, c'est l'endroit qui représente la course, quoi. C'est ça, tu pars de super bas pour grimper à plus de 3000 mètres. Et donc tu te prends à peu près sur les 3500 D+, t'en prends plus de 3000 d'un coup.
Et après, la seconde partie de course, c'est quasiment que de la descente. C'est un trail pas du tout technique, mais vraiment sympa, beaucoup d'ambiance. C'est là où tu descends, tu finis dans une piste de bobsleigh, non? Non, tu montes la piste de bobsleigh à peu près à... Dans la piste, hein. Ouais, tu grimpes la piste et c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a de la musique. Quand t'arrives en haut, il y a toutes les familles, etc., les supporters qui sont là. Donc, ouais, c'est en termes d'ambiance, je veux dire... Si vous cherchez des trails vraiment nature, n'allez pas là-bas parce que c'est ce que j'appelle un peu un trail de station de ski. On voit beaucoup les remontées mécaniques. Il y a peu de vrais singles, de vrais passages techniques. Mais ça reste quand même super agréable. Il y a quand même des jolis paysages. On monte quand même à plus de 3000 mètres, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de trails. Et il y a vraiment une ambiance géniale. Donc je le recommande en première longue distance. Moi, j'avais adoré. Et si c'était à refaire, je recommencerais. Donc en l'espace de 2-3 ans, tu as quand même... gravi les échelons pour arriver jusqu'à la 6000D. Donc c'est pas rien, j'imagine que tu as dû t'impliquer beaucoup en termes d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, on reviendra un petit peu après aux performances et aux gros objectifs que tu as atteints dernièrement. Mais aujourd'hui, et notamment pendant toute cette période quand tu étais en progression, est-ce que tu peux nous décrire un peu une semaine d'entraînement type qui te correspond par rapport à ta préparation au trail? Alors, je cours en général à peu près 5 fois par semaine. Mon volume d'entraînement, depuis cette année, au final, je suis à peu près à 80 bornes semaine, même hors prépa, parce qu'au final, j'ai l'impression d'être un petit peu tout le temps en train de préparer quelque chose. Mais en gros, je fais toujours au moins une sortie d'endurance, souvent sur bitume. J'essaie de caler, alors ça dépend des périodes, mais j'essaie de caler 1 à 2 fractionnés ou tout du moins sorties où je travaille un petit peu plus l'allure, que ce soit sur piste ou sur bitume ou en nature. D'accord. Toujours une sortie longue le week-end, donc en général c'est dans les calanques, ça peut être 20 à 30, 35 km, mais vu le profil des calanques, ça fait quand même des belles sorties et pas mal d'heures passées en nature. Et en fait, quand je prépare un objectif, j'essaie de faire pas mal de dénivelé. Pendant que je préparais l'UTPMA, je sais plus quel était mon objectif de dénivelé, mais je crois que j'essayais de faire au moins 2000 par semaine. Et ouais, j'étais à 2-3 000 de D+, par semaine. Donc je comptais plus en D+, qu'en nombre de kilomètres. Et voilà. D'accord. Donc ouais, un volume assez conséquent d'entraînement quand même pour tes préparations. Est-ce que tu peux revenir un peu sur donc l'après 6000D? C'était donc en fin 2018, c'est ça? C'était juillet 2018, voilà. La 6000D. Ouais. Et donc ensuite, tu peux nous expliquer un peu tes principaux événements auxquels tu as participé? Alors après ça, sur fin 2018, j'ai eu un assez gros truc. Je suis partie au Pérou courir le Half MDS. Donc le Half Marathon des Sables. Donc pour ceux qui connaissent le Marathon des Sables, c'est une course au Maroc qui existe depuis plus de 25 ans. C'est 250 km en autonomie dans le désert, en autosuffisance alimentaire. Donc en fait, dans ton sac, t'as tout. Sauf la toile de tente parce que les tentes sont prévues et l'eau parce qu'on te refournit de l'eau régulièrement vu la durée de la course. Et donc le Half Marathon des Sables, c'est la moitié de ça. Donc c'est 125 km en 3 étapes. Et je suis partie faire ça au Pérou en fin d'année dernière. Donc ma fin d'année a été orientée autour de la prépa de cette épreuve parce que c'est assez particulier. Tu cours mais beaucoup moins vite. T'as quand même un sac qui fait au moins 5 kilos sur le dos, etc. Donc faut se préparer à ça. T'as une préparation spécifique pour cet aspect-là, notamment en termes de sac à porter ou... Je m'imaginais un petit peu en amont, je m'étais dit je vais faire toutes les semaines une sortie avec un sac de plus en plus lourd, etc. La vérité, c'est que j'ai dû courir 3 ou 4 fois avec le sac. La première fois, j'ai trouvé ça terrible. En plus, je suis venue par ici sur les plages, j'ai couru dans le sable, vraiment mou, etc. C'était difficile. La première fois, je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarqué? Et au final, j'ai fait assez peu de sorties avec le sac. Une fois, je me suis fait la gymnaste avec mon sac chargé, etc. Mais j'ai fait assez peu de sorties avec le sac et finalement, c'est bien passé. J'avais essayé de faire un petit peu de renforcement musculaire du dos parce que je suis pas du tout musclée du haut du corps. Mais voilà, finalement, ça se fait bien. Donc cette expérience, qu'est-ce que tu en as retiré? C'est particulier quand même. C'est pas ce qu'on a l'habitude de connaître, ce qu'on a l'habitude de voir. Donc effectivement, je savais pas du tout si j'allais aimer ou pas, mais j'aimais l'idée d'y participer parce qu'en fait, ma mère vit au Pérou depuis plus de 10 ans. Elle a travaillé en fait pour le SAMU social international pendant plus de 10 ans là-bas, qui intervient auprès des populations d'un
d'un quartier très défavorisé. Et du coup, en fait, autour de ça, j'ai organisé une collecte d'argent avec ma copine Sarah, avec qui je suis partie. Et donc, on a couru pour cet assaut. Et donc, je savais pas vraiment si j'allais aimer ou pas le désert. C'est hyper particulier, comme tu dis, comme format de course, comme environnement. Et j'ai adoré. Tu t'es éclaté. Ouais. Le premier jour, la première étape, les 10 premiers kilomètres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on est parti dans du sable assez mou, en dévers, c'est parti très fort. Donc les gens couraient vite et tout. Il y avait combien de participants? Je saurais plus te dire, 200-300, je pense. 200-300. Il y avait qu'un format de course, hein, il me semble. Un seul format de course, effectivement. Mais les barrières horaires font que c'est assez accessible à tous. C'est-à-dire que tu as vraiment du coureur qui cherche la performance et certains qui participent aussi au Marathon des Sables au Maroc, à celui qui va faire les 3/4 du truc en marchant et qui cherche juste à se dépasser, aller au bout de lui-même. Et vu que les barrières horaires sont assez larges, c'est vraiment accessible à tout type de coureur. D'accord. Mais ouais, donc le premier jour, pendant les 10 premiers kilomètres, on partait dans du sable mou, en dévers. Je me suis dit, waouh. C'est mal parti. Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, bizarrement, dès la première grosse dune de sable, qui était très dure à passer, parce qu'en gros, ceux qui n'avaient pas de bâton faisaient un pas en avant, 3 pas en arrière. Ah ouais, c'était la première dune était très dure à passer, mais bizarrement, c'est là que j'ai commencé à aimer, à me sentir bien. Le reste de l'étape s'est super bien passé, l'étape longue aussi. La dernière étape, et trois étapes, c'est ça? Oui, ouais, mais très inégale au final. La première fait à peu près 30. La deuxième était l'étape longue, elle devait faire 70, mais ils l'ont réduite à 55 ou quelque chose comme ça parce que les conditions météo étaient pas bonnes, on manquait de visibilité sur une partie. Donc on est parti très tôt le matin et ils ont un petit peu raccourci l'étape. Et la dernière était courte et roulante, c'était peut-être 20 bornes et ça se faisait à peu près à 10 km/h. Il y avait peu de dénivelé, peu de sable, donc voilà. D'accord. Mais j'ai adoré. À la suite de ce Half Marathon des Sables, tu as enchaîné sur quoi derrière? Oui, donc aussi, l'été 2018, j'ai découvert les courses à étapes. J'ai été sur l'UT4M, donc l'Ultra Trail des 4 massifs. Ouais. Voilà. Fleur de Grenoble, c'est ça? C'est ça. Qui est vraiment un super trail, j'ai adoré. Il a été annulé l'année dernière, me semble-t-il. Cette année, il a été annulé. Ou cette année, ouais, mais l'an dernier, il avait eu lieu et du coup, j'avais la possibilité d'y aller. Et j'aurais bien aimé. Bon, de toute façon, j'étais pas prête pour me lancer. En fait, il y a tout plein de formats. Il y a, je crois, 15 courses en tout, dont un ultra de 160 km, mais aussi un format qui est vraiment cool, où en fait, tu fais sur 4 jours les 4 massifs. D'accord. Donc le premier jour, le Vercors, c'est des étapes d'à peu près 40-50 km. Donc le premier jour, le Vercors, Oisan, Beldon et Chartreuse. D'accord. Et en fait, moi, j'étais dispo le jeudi, vendredi, parce que le samedi, j'étais de mariage. Et du coup, je suis partie avec un copain faire Vercors et Oisan. Et du coup, c'est la première fois que j'enchaînais un trail à étapes sur 2 jours et j'ai adoré. Donc le premier jour, je suis partie comme s'il n'y avait pas de deuxième jour à fond, etc. Le deuxième jour, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que t'as fait? J'avais un peu mal aux jambes, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et finalement, ça s'est bien passé parce que au bout de 10 km, une fois que les muscles sont chauds, ça passe, ça se fait bien. Et j'ai vraiment adoré ce format à étapes, donc j'ai renouvelé le truc sur le Marathon des Sables au Pérou. Et j'ai eu très envie de recommencer ça en 2019. Et donc, je me suis inscrite avec mon copain Xavier à la One and One. Dans 06? C'est ça, tu connais bien. C'est la course organisée par Germain Grangier et Cathy Chid. Et effectivement, c'est dans l'arrière-pays niçois, les Préalpes maritimes. Et c'est une course donc en 2 étapes. Je crois qu'on faisait 50 et 30, quelque chose comme ça. 55 et 30. Avec pas mal de dénives, je crois 5000 de D+, au global sur les 2 jours en duo. Et j'ai adoré avec mon binôme de course Xavier, c'est un copain qui court sur Marseille aussi. On fait pas mal, on court pas mal ensemble dans les calanques et on fait pas mal de courses ensemble et en général on se régale bien. Donc voilà, on était partis avec une bande de potes et on a vraiment adoré. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur ma prépa pour mon tout premier 100 km qui était donc l'UTPMA. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont s'est déroulé ton premier 100 km? Donc l'UTPMA, pour ceux qui savent pas, c'est l'Ultra Trail du Puy-Marie-Aurillac qui a 108 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Donc est-ce que tu peux nous en parler, nous faire un tableau de ta préparation et puis de ta course en général? Alors ma préparation, j'en parlais un petit peu plus tôt. J'ai fait à peu près, je faisais 80 à 100 km par semaine et au moins 2000 de D+, toutes les semaines, voire 3000.
C'est beaucoup, je pense. Honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de faire autant de volume pour se préparer pour ce type de distance. Faut pas avoir peur et se dire waouh, j'ai pas le temps pour ça. Attendez, j'ai un job, une vie. J'ai aussi un job et une vie, mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire beaucoup de volume d'entraînement. C'est comme ça. J'optimise pas forcément mon entraînement en faisant ça, je pense. Je pense qu'on peut s'entraîner de façon plus efficace, mais bon, moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que en gros, je kiffe en fait. Tu arrives à l'UTPAMA sans avoir radicalement changé ta préparation habituelle. Si, j'avais quand même beaucoup augmenté mon volume, mais depuis je l'ai pas vraiment réduit, c'est ça le problème. c'est le souci ça. Mais si, c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai commencé à faire. Avant j'étais plutôt à 70 bornes semaine, donc là c'était plutôt 80-100. Là, hors période de prépa, on va dire que je suis à 70-80. Et j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de dénivelé. Par contre, je faisais pas du tout autant de dénivelé avant. Je courais plus en ville et dans les calanques le week-end. Là, pendant cette prépa-là, je faisais majoritairement du trail et beaucoup de dénivelé. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du départ de cette course, dans l'état d'esprit dans lequel tu étais en arrivant je suis arrivée bizarrement sereine. J'étais avec un copain, Jérôme, qui lui était un peu stressé, mais peut-être parce que lui savait déjà ce que c'était. Il avait déjà couru la TDS, l'Endurance Trail des Templiers, un autre 100 km dont je connais plus le nom. Donc voilà, il savait déjà ce que c'était et du coup il était un peu stressé. D'accord. Un autre copain, lui, qui avait déjà échoué 2 fois sur cette même course et qui était là pour la terminer. Du coup, les deux flippaient un peu et moi, bizarrement, j'étais sereine. En fait, je me suis reposée un maximum les jours avant. Il faut savoir que la course part le vendredi soir à minuit. Oula. Mais c'est top en fait. Ouais, parce en fait, que tu commences par la nuit quand t'es en pleine forme et puis après tu finis 2 jours, donc c'est plutôt cool. Et donc on s'est reposé un maximum le jour de la course en fait. On était dans un refuge vraiment super sympa où on a eu des super repas, on a pu se reposer tout l'après-midi et je suis arrivée au moment du départ sereine. Donc il faut savoir que les filles étaient à l'honneur, on était à peu près 70 ou 80 filles au départ. Sur combien de participants ? Sur 600 ou 700 participants, donc c'est pas énorme. Donc le nombre de participants est volontairement limité. Tu peux resituer un peu la localisation du trail, c'est Aurillac. Aurillac, voilà, c'est autour Massif Central. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc tu commences ta course et tu te sens globalement bien. Donc, au départ de course, donc comme je disais, les filles étaient à l'honneur. On nous a fait partir en fait première de la course. D'accord. Donc, on était tout devant. Et les 500 premiers mètres, on était tout devant. Et même les élites, les garçons ne nous doublaient pas en fait. Donc ça part assez fort. Pas si vite que ça, mais pour un ultra, c'est rapide, 12 km/h, voilà, avec les filles, etc. Au bout de 500 mètres, les chevaux sont lâchés, les garçons doublent, mais du coup, le départ est assez rapide. Je pars avec mon copain Jérôme, etc. Très vite, il me dit, on va peut-être se calmer un petit peu. Donc, on ralentit l'allure, on se met dans notre rythme, mais les sensations sont bonnes. Les premiers kilomètres, vraiment, tout se passe bien jusqu'au premier ravito. J'avais juste quelques petits problèmes de frontale où je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de brume, mais je voyais pas très bien, donc c'était un peu gênant. Et donc, le début de course se passe très bien, sauf qu'au 30e kilomètre, Jérôme se tord la cheville très fort. Et en fait, donc il avait très mal. Au début, j'ai voulu rester avec lui. Il me disait pars devant. Je voulais rester avec lui. À un moment, il me dit non, je te rattraperai plus tard. Il y a pas de souci, pars. Donc je le laisse. Je passe le second ravitaillement et en fait, peut-être une demi-heure plus tard, je reçois un message de lui qui me dit je suis arrivée au ravito, j'ai été obligée d'abandonner. Le médecin m'a dit de pas repartir parce que en torse, ça servait à rien d'aggraver la situation. Du coup, petit coup au moral, mais bon, je me suis reboostée parce qu'à ce moment-là, un petit peu plus tard, le jour se lève, donc ça redonne un petit peu de baume au cœur. On arrive vraiment sur la plus belle partie de la course. Donc là, à ce moment-là, j'étais encore en pleine forme. J'arrive à la base de vie, au kilomètre 50 et quelques, sur un super rythme. Je me sentais encore très bien. On était encore au sec à ce moment-là. J'étais super bien placée chez les filles dans les 10 premières et même au général par rapport à mon niveau, j'avais vraiment un bon classement. Ouais. Donc je repars de la base de vie, tout se passait bien, mais là je commence à avoir un petit peu mal à la cheville et la pluie se met à tomber. Et là ma course a totalement changé. Donc la petite douleur à la cheville en une dizaine de kilomètres s'est transformée en grosse douleur. J'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. Mais sans raison là. Pas de raison particulière, j'ai pas le souvenir d'avoir tordu. Peut-être que j'ai tordu, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Mais j'ai de plus en plus mal à la cheville droite et un petit peu aussi à l'arrière de la cuisse gauche au fur et à mesure que les kilomètres passent. Donc au début j'arrivais toujours à courir, mais à la fin c'était de plus en plus compliqué de courir. Il s'est mis à pleuvoir vraiment bien fort, donc beaucoup de boue, etc.
vers le kilomètre 70 ou 80, mon copain Jérôme qui avait dû abandonner, en fait, est passé de l'autre côté de la barrière. Il m'a fait l'assistance de course. Donc, il était là pour moi au ravito. C'était génial. Mais il y a un ravito où je lui dis, je vais abandonner. C'est bon, là, je prends plus aucun plaisir. J'ai toujours, sur mes courses, pris beaucoup de plaisir. Même quand t'as des moments de galère, c'est quand même le plaisir qui prédomine. Et là, vraiment, sur ce moment, je ressentais vraiment plus la douleur. Et je savais plus ce que je faisais là. Je voyais plus l'intérêt, en fait. Je me dis, non, mais... c'est bien d'aller au bout, mais non, si c'est pour prendre aucun plaisir, quel est l'intérêt? Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait, il m'a dit, non, c'est ça, un ultra, Lisa. Et en fait, il a presque rigolé. Il m'a dit, mais en fait, à quoi tu t'attendais? C'est ça, un ultra. Il m'a dit, t'as pas de soucis d'alimentation, t'as pas de soucis d'hydratation, t'as pas de soucis de forme en général. En fait, hormis ma grosse douleur, j'étais pas fatiguée, j'arrivais à bien boire, je mangeais très bien à tous les ravitaux, il y avait pas de soucis, à part la cheville. Il m'a dit, si c'est que ça, non, t'arrives à avancer, tu repars. Peu importe le temps, tu t'en fous, là, t'es en train de te faire doubler par plein de coureurs. Tu t'en fous, t'es pas venu là pour faire un temps, t'es venu là pour finir. Et donc, il me pousse à repartir, la pluie s'était un peu arrêtée, donc je me mets au sec, je repars, la pluie se remet à tomber super fort. Une vraie galère, quoi. Mais un pas après l'autre, un pas devant l'autre, 1 kilomètre après l'autre, j'ai fini par atteindre le bout de la course. Et sans regret, parce que c'était quand même une super expérience. J'en garde à la fois un souvenir très difficile émotionnellement et physiquement, parce qu'émotionnellement vraiment ça a été dur. J'ai vraiment ça a été très long et très dur, mais bon, passer la ligne d'arrivée de son premier sang, ça a pas de prix, et j'ai vraiment adoré. Ça file les frissons. Moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Comme je dis à chaque fois, mon plus gros objectif, ça a été les Templiers, donc ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et dernièrement, j'ai fait le trail de Sercheux, le 50 km avec ces fameux 4000 mètres de dénivelé. Ouais, je l'ai pas fait, mais on m'a dit que c'était un très beau trail. Très beau, très dur. Et j'ai eu tout ce qu'on peut avoir dans une course qui se passe mal, en fait. Enfin, sur la première moitié, je suis plutôt pas mal. Et puis au 40e, ou 35 ou 40e, j'ai un énorme coup de mou, puis j'ai mal au genou, puis ça va pas, et le trail de Sercheux, c'est un trail qui finit avec une ascension monstrueuse de 800 mètres de D+ d'un coup, pour arriver jusqu'à 3000, presque 3000 mètres. Et en fait, je suis arrivé à la fin de ce trail et j'étais, j'imagine sans commune mesure avec ce qu'on peut ressentir quand on fait des trails de 100 km, mais j'ai ressenti ce moment où, une sensation de fierté, j'étais ému vraiment de ce qui s'était passé. Donc, il me tarde quand même de faire des objectifs plus longs pour reproduire ce sentiment-là que t'as vécu toi. Ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc t'as fini ce trail dans quel état? Plutôt bien ou vraiment abîmé? Abîmé avec cette histoire de cheville, et puis sans savoir, en fait, vraiment sur le moment, même si au moment de passer la ligne, etc., j'ai eu cette émotion super forte, vraiment, même quelques minutes après, j'étais là, genre, est-ce que j'ai bien fait d'aller au bout? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que vraiment la douleur que j'ai ressentie, à la fois physique et vraiment morale aussi, valait le coup, etc. Et j'ai mis du temps vraiment à réaliser ce qui s'était passé. Voilà, je suis arrivée, j'ai mis 21h30 à finir la course, je crois. Donc je suis arrivée à 9h30 du soir. Avant la course, j'avais dit, voilà, je veux ma bière, ma truffade, etc. À ce moment-là, j'avais juste envie de rien, mais bon, j'ai quand même bu ma bière et mangé ma truffade. Et je crois que c'est vraiment que le lendemain que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et où même si j'avais encore mal à ma cheville et elle avait triplé de volume, j'étais fière de moi, fière de l'avoir fait. J'avais déjà l'envie de recommencer, pas tout de suite, mais de recommencer un jour. J'aimerais qu'on change un petit peu de sujet. Tu es parti récemment, là j'ai vu sur les réseaux, tu es parti récemment dans les Lofoten, au nord de la Norvège. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu t'es rendu là-bas et surtout dans quelles conditions? Alors en fait, j'avais participé à une espèce de concours que j'avais vu passer sur Instagram. C'est la marque d'Allier
Sportswear qui avait lancé un petit peu ça. En fait, c'est une marque très connue en Norvège, pas du tout ici, qui a été lancée par Björn Dahlier, qui est un skieur très très connu. Et donc c'est une marque à la base plus de ski qui s'est lancée il y a quelques années sur le trail. Et donc là en fait leur idée c'était de se faire connaître un petit peu plus sur le trail et de permettre à 4 trailers d'aller tester leurs produits en conditions réelles. Donc pour eux l'idée c'était vraiment d'avoir des conditions assez difficiles. Donc les Lofoten c'est vraiment au nord de la Norvège. Il pleut souvent, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de dénivelé même si ça grimpe pas très haut. En fait c'est plein de petites îles avec des petites montagnes. Ça culmine à 600-700 mètres, pas plus à chaque fois. Mais en gros, tu pars de 0 à 700 mètres en 2-3 kilomètres. Donc, c'est costaud. Ouais, ça fait presque penser au Calanque, en fait. Il y a de la pente, d'accord. C'est un peu le même type. C'est un petit peu c'est pas le même climat, mais c'est le même... Non. Et pas le même climat. Et leur objectif, c'était de nous faire tester leur matériel en conditions très difficiles. Et pour la petite anecdote, en fait, il a fait super beau. Pendant les 4 jours, on y était. Raté. Super doux. Donc, limite, ils nous avaient prévu du matos d'hiver. On avait presque trop chaud, en fait. Ouais. Mais c'était juste génial, super beau. Donc on était 4 trailers de 4 pays différents. Il y avait un Allemand, un Italien, une Norvégienne et puis moi. Qu'est-ce que tu as retiré de ce projet-là ? Ça m'a donné envie de voyager toujours plus. C'était vraiment, parmi les voyages que j'ai fait, c'était un des plus beaux. C'est vraiment magnifique. Ça m'a donné envie d'y retourner pour y passer plus de temps. Et ouais, ça donne envie en fait d'aller explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles choses. Enfin, c'est... Voilà quoi. Ouais, les étoiles plein les yeux quoi. C'est ça. Et donc la Norvège, donc tu disais c'est très technique, mais ouais, j'imagine que les paysages sont sublimes et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici, quoi, ce qu'on peut voir ici. Non, et plus particulièrement, alors, la Norvège c'est déjà très beau. J'avais déjà eu l'occasion d'y aller auparavant à Bergen, dans le sud de la Norvège, et je m'étais déjà bien régalée. Mais là, les Lofoten, c'est vraiment à part. C'est plein de petites îles. Je te dis des ascensions très courtes mais très raides, 2-3 km, 600 D+. Ouais, c'est vraiment à part, assez technique, vraiment superbe. Donc, ouais, il faut que j'y retourne plus longtemps. D'accord. Alors, autre sujet, récemment tu as effectué la traversée du GR70 en 8 jours. Faudra peut-être repréciser, en fait, le GR70 c'est plus connu comme le chemin de Stevenson et son âne. Donc c'est un chemin de randonnée de 260 km qui va du Puy-en-Velay. C'est ça, un chemin de 260 km qui va du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. C'est relativement roulant parce qu'il y a pas mal de bitume, beaucoup de larges chemins de DFCI. C'est vraiment très peu technique, il y a environ 5000 de D+, pour 260 km, donc globalement c'est pas énorme. Mais c'est un très joli sentier de randonnée. Alors moi, il faut savoir, pour la petite histoire, j'ai ma femme a une maison de famille à côté du Puy-en-Velay, donc je connais pas mal ce coin-là. J'ai fait notamment le trail de Saint-Jacques récemment, il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est des endroits très 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 sauvages. Enfin, moi, je parle de toute la partie Haute-Loire jusqu'au nord de l'Ardèche. D'accord. Voilà, ça c'est des endroits qui sont vraiment super. Quel était l'objectif du projet et est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience ? Alors pour être honnête, je me suis plus laissée embarquer qu'autre chose, donc par ma copine Laura, que vous connaissez tous plus sous le nom de Footrack. Elle m'a proposé ça en mars dans un train. Elle m'a dit Lisa, elle adore faire des choses comme ça en fait en itinérance, etc. Elle m'a dit Lisa, cet été j'ai envie de faire le GR70, tu viens avec moi ? Je lui ai dit ouais, d'accord. Je ne savais même pas ce que c'était. Elle me dit GR70. Je savais pas combien de kilomètres c'était, ni rien, mais bon, elle me lance sur l'idée et moi, je l'ai suivie, quoi. Donc à la base, il y avait rien qui motivait réellement ce projet, hormis le fait que j'adore effectivement les trails à étapes, les trails en itinérance. On avait déjà fait l'été dernier un petit séjour dans les volcans d'Auvergne. On avait fait sur 4 jours 110 km, quelque chose comme ça, et on s'était vraiment régalé. Donc là, elle m'a proposé de recommencer sur un format plus long en 8 jours, donc j'ai foncé. T'as foncé. Quel retour d'expérience tu peux nous faire là-dessus ? Comment ça s'est passé, globalement ? C'était vraiment génial. Comme je le disais, c'est vraiment un GR très roulant. Du coup, je pensais que j'allais beaucoup marcher, gérer mon effort, aller sur une allure vraiment rando-course. Et là, même si j'allais pas bien vite, au final, j'ai quasiment tout le temps couru parce que c'est relativement roulant. Donc, à part sur quelques montées où j'ai marché, les étapes passaient assez vite. On n'a pas rendu le truc trop difficile.
Ouais, vous n'êtes Je pas minimise pas l'effort. vous mais n'êtes pas donné des objectifs trop importants je dès minimise- le départ. Je minimise pas l'effort, mais en fait, on s'est limité à 30 à 40 km par Ouais, jour. quand même. Ce qui fait que le matin, on partait vers 9h et en fait, on finissait en tout début d'après-midi et on avait le reste de la journée pour profiter aussi bien du lieu où on arrivait que des gens, parce que humainement, ça a été une super expérience. Et puis on avait toutes les deux on bosse en freelance, donc on avait nos ordinateurs pour pouvoir travailler un petit peu, mais voilà, en fait on courait 4-5 heures par jour et on avait quand même du temps pour nous. On aurait pu doubler les étapes et ça aurait été là beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais, c'était une espèce de mélange entre des vacances et des du vacances un travail, peu sportives, voilà, ouais, c'est ça. C'était tout. Est-ce que tu peux réagir à ça? Salut le podcast, salut Lily. Vous devez certainement beaucoup parler des aspects sportifs de ce GR70. Comment tu as géré, ce que tu as mangé, quelle a été ton étape préférée, quels ont été les moments les plus difficiles. Mais moi j'aurais une question relative à ce GR70. Quel est ton moment non sportif préféré? En effet, comme on arrivait hyper tôt à 13 ou 14 heures, on avait une sorte de deuxième journée qui démarrait et je voudrais savoir le moment que tu as préféré dans ces moments où on ne courait pas. Ah, elle exagère, c'est vraiment une question difficile parce que humainement, il y a eu des moments assez incroyables à peu près tous les jours. On a fait... faut dire ce qui est, le GR70, c'est un GR de vieux. non, c'est méchant. Enfin, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais c'est vrai, c'est plutôt un GR de retraités, surtout début septembre, parce que, comme je disais, il est assez accessible techniquement, etc. Donc, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge et en fait, on s'est régalé au niveau des rencontres. Et c'est difficile de choisir un seul moment. Je veux dire, on a croisé tellement de personnes. Il y avait ce monsieur, José, qui avait fini 4 ou 5 fois l'UTMB. Et qui était là un petit peu en train de draguer des randonneuses. Il y avait cet autre monsieur dont je me rappelle plus de son prénom, mais en fait il nous a raconté un soir, on était dans des refuges, donc on dînait avec tout le monde à la table et puis on commence à discuter avec lui et puis là il nous explique qu'en fait un jour il a marché de Compostelle jusqu'à chez lui, près d'Annecy. Donc, je sais pas, 2 ou 3 mois de Compostelle, marche. c'est en Espagne, non? Si je me dis pas de bêtises. Saint-Jacques-de-Compostelle, ouais. Et il est rentré jusque chez lui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, tout le monde va à Compostelle. Lui, il est rentré de Compostelle jusque chez lui. Donc, 2 ou 3 mois de marche à coup de 30 km par jour. Donc, des choses assez incroyables et impressionnantes. Et ces personnes, en fait, qui avaient toute une histoire assez folle. Et puis, c'était très drôle, en fait, sur le GR. Ils nous encourageaient tous. En fait, on les rencontrait le soir au dîner. Puis, le lendemain, ils partaient plus tôt que nous. Et au moment où on les doublait en courant, ils nous encourageaient à fond, etc. C'était vraiment très drôle. Il y a aussi eu ce couple de personnes en camping-car qui ont sauvé Laura le jour où elle s'est perdue. On devait faire 30 km, elle s'est retrouvée à en faire plus de 40 avec très peu d'eau. C'était sur la fin du GR, il faisait quelque chose comme 30 degrés ce jour-là. Et elle était vraiment en galère et en fait ils l'ont aidée, ils lui ont donné de l'eau, ils voulaient carrément l'inviter à déjeuner, des choses comme ça. Et en fait quand elle est repartie du camping-car parce qu'elle voulait finir son étape en courant, en se débrouillant comme une grande fille quoi, ils lui ont donné des biscuits pour moi parce qu'elle leur avait parlé de moi. Enfin, parce que vous couriez pas ensemble du coup? Non, alors ça ça peut faire, on peut en discuter. En fait avec Laura on n'a pas tout à fait le même niveau, la même allure. On a toutes les deux beaucoup d'endurance, mais on court pas à la même vitesse. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que le matin, elle partait un petit peu avant moi, 20 à 30 minutes. Et donc je partais un petit peu plus tard et comme ça, je la rattrapais sur le chemin. D'accord. Ou pas, parce qu'il y a eu quelques couacs certains jours, des fois où on n'a pas emprunté le même chemin. Mais je partais en fait un petit peu après elle pour la rattraper en chemin. Et comme ça, on faisait quelques kilomètres ensemble et on terminait ensemble, ou alors je la laissais ensuite et je repartais devant. Et ça nous permettait, malgré le fait qu'on n'a pas le même niveau, de partager des moments ensemble et de pas se mettre la pression en fait. Elle de pas être en sur-régime pour moi de pas me ralentir pour elle. Et du coup, on s'est régalé comme ça. On avait déjà testé de faire ça quand on avait été dans les volcans d'Auvergne. Ça nous avait vraiment bien plu de fonctionner comme ça, donc on a recommencé. Donc désolée Laura, je n'ai pas de réponse. Mon meilleur moment, c'est toi. Ah, c'est beau. En plus, il y a un magnifique coucher de soleil là. Ouais, donc, c'est tellement romantique. Oh là là. On va changer un peu de sujet. Est-ce que tu peux nous dresser un peu un tableau de l'organisation de ta vie aujourd'hui? Comment est répartie ta vie professionnelle, personnelle, sportive? Voilà. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, j'ai la chance de travailler en freelance. Donc, je travaille de chez moi.
Et ça me permet de m'organiser un petit peu comme je veux et de laisser beaucoup de place au sport. Donc souvent les gens sur les réseaux sociaux, j'en parlais assez récemment, s'imaginent en fait quand ils voient des stories publiées en pleine journée, etc. ou le fait que je fais certains partenariats rémunérés, s'imaginent que je vis de ça et que j'ai pas de vrai métier, mais en fait c'est totalement faux. C'est juste que je m'organise différemment. Par exemple, pour donner un exemple, aujourd'hui je me suis levée à 5h du matin, j'ai commencé à travailler à 5h30 jusqu'à 11h. Et ensuite je suis partie faire une sortie vélo entre midi et 2, donc voilà, de 2 heures. Effectivement, quand t'as une journée de travail lambda en entreprise, c'est dur de caler une sortie de vélo d'une heure ou 2 ou 3 heures en pleine journée, mais là le fait de pouvoir m'organiser, ça... pour moi, ça n'a pas de prix. Hein. Ouais, non mais voilà, en fait je m'organise comme je veux. Je travaille autant que les autres. Peut-être plus que certains, sûrement moins que d'autres, mais en fait j'ai l'opportunité de m'organiser comme je veux pour pouvoir aller courir comme je veux. Donc souvent je cours quand même assez tôt le matin en fait, parce que c'est le créneau que je préfère. Mais je me suis mise à faire du vélo et par exemple voilà, des fois je commence tôt le matin ou je finis tard le soir pour me libérer un gros créneau dans la journée pour aller faire soit du trail soit du vélo. D'accord. J'ai vu que tu pratiquais énormément de sport. Et notamment dans des lieux différents. Donc on a parlé tout à l'heure du vélo de route, course sur route, course sur piste, trail dans les calanques, etc. Est-ce que tu peux nous dire laquelle tu préfères? Donc tu en as parlé tout à l'heure. Et est-ce que tu en pratiques certaines pour te préparer sur d'autres? Donc j'imagine que toutes les pratiques que tu fais à côté sont pour te préparer au trail uniquement. C'est uniquement ça l'objectif? L'objectif, c'est de me faire plaisir. Comme je te le disais, je pense pas être vraiment le meilleur exemple en termes d'entraînement. Je pense pas optimiser mon entraînement pour mes performances, etc. Mais oui, c'est vrai que tout, au final, la finalité, c'est le trail. Mais par exemple, le vélo, j'en fais parce qu'au final, ça me plaît. Je fais autant de volume parce qu'au final, ça me plaît. J'aime courir. Mais oui, je dirais qu'au final, les autres sports que je fais, donc le vélo, courir sur route, etc., c'est la finalité, c'est le trail qui est ma pratique préférée. Quand on parle d'instagrammeuse, on parle de relations avec les marques. Est-ce que tu as une réelle liberté d'opinion lorsque tu testes des produits? Alors c'est que c'est un sujet qui peut être un peu touchy, mais c'est bien d'en parler. Est-ce que tu as une réelle liberté d'opinion quand tu testes ces produits? Et est-ce que tu choisis toi-même tes partenaires ou c'est souvent l'inverse? Alors c'est souvent l'inverse dans le sens où ce sont eux qui viennent vers moi, mais en revanche, je choisis mes partenaires dans le sens où en fait, je refuse beaucoup de propositions et j'accepte en fait celles qui me plaisent, qui correspondent à mes valeurs, quoi. Si la marque ou ce qu'elle propose ou, enfin voilà, je choisis les marques avec lesquelles j'accepte de collaborer. Ce qui fait qu'en fait, j'accepte uniquement si le produit me parle, me plaît. Et du coup, je garde, oui, effectivement, une certaine liberté d'opinion. C'est pas eux qui me disent quoi dire. Alors forcément, dès lors où j'accepte un partenariat, c'est pas pour dire que c'est nul. Forcément. Donc voilà. Mais en fait, si je trouve ça vraiment nul, j'accepte pas tout simplement. Donc oui, j'ai quand même une si liberté d'opinion. Si tu acceptes, c'est que à la base, avant d'être rentré en collaboration avec la marque en question, c'est que tu as testé un minimum le produit avant ça ou oui, tu testes parfois, excuse-moi, je te coupe. Tu testes parfois des produits sans en avoir aucune idée. Alors c'est vrai, pour être transparente, des fois j'accepte une collaboration et je n'ai pas encore testé le produit et je le découvre en même temps. Mais par contre, je prends toujours le temps de le découvrir avant de donner une opinion et avant de faire un post, etc. D'accord. Alors, je voudrais te montrer une deuxième vidéo. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Salut Lisa, c'est ton binôme. Donc je te connais comme runneuse, comme traileuse, comme... trail-runneuse même, et tu te débrouilles pas si mal avec les baskets aux pieds. D'autres ne te connaîtront, ne te verront que comme une influenceuse, une blogueuse, une instagrammeuse, une instagrammeuse. Et souvent, quand on a les baskets aux pieds, ces deux mondes peuvent être mis en opposition, de manière plus ou moins violente. Donc déjà, ma question sera, le ressens-tu? Et si oui, comment le vis-tu? Comment l'analyses-tu et au final, où te places-tu dans cet environnement-là? Alors,
Avant que tu répondes à la question, j'aimerais que tu nous dises qui est cette personne déjà. J'en ai déjà parlé un petit peu, ouais. C'est mon fameux binôme Xavier. J'en ai peut-être pas assez parlé parce qu'au final, dans ma vie de trail runneuse, il prend pas mal de place. Non, c'est tout simplement un très bon copain Xavier. Donc notre première course en binôme, c'était sur l'UT4M dont je parlais un petit peu plus tôt. Où on avait... en fait, ça s'est fait naturellement, on n'avait pas du tout prévu de courir ensemble. Et puis le jour 2, on était dans la même galère et sur les 50 km, on en a fait bien 40 ensemble. Et de là, en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait bien courir ensemble, qu'on avait à peu près le même niveau à l'époque, parce que là, depuis, il a bien explosé en termes de niveau. Ensuite, on a fait Marseille-Cassis ensemble. Pareil, on a fait toute la course ensemble. Je l'ai tiré dans la montée. C'était lui qui était devant dans la descente. Puis, il y a eu la One and One. Et puis là, on en parlera peut-être plus tard, mais on a quelques projets ensemble pour 2020. Et voilà, c'est juste un très bon copain de course à pied. Et pour répondre à sa question de ton positionnement. Pour répondre à sa question qui est assez complexe, non, je me sens pas trop. Enfin, je comprends ce qu'il dit. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine hostilité envers les influenceurs, et souvent on oppose en fait bizarrement être un influenceur et vraiment être un passionné de sport, alors qu'au final, je pense qu'on peut avoir les deux. On peut être les deux. Et dans mon cas, je ressens pas vraiment trop d'hostilité. Alors parfois, j'ai des petites remarques un peu piquantes, notamment, comme on disait tout à l'heure, sur le fait que parfois je fais du sport en pleine journée. Les gens s'imaginent que j'ai pas de métier, alors que pas du tout. Mais c'est assez rare et honnêtement, globalement, moi sur les réseaux, j'ai l'impression de recevoir plus de bienveillance qu'autre chose. Après, je sais pas ce qui se dit dans mon dos, donc il y a peut-être voilà. Mais de manière frontale, parce qu'il y a quand même des gens qui reçoivent des critiques de façon très frontale, pour ne citer qu'elle, Marine Leleu, etc. Des filles qui font plein de belles choses et qui n'ont rien demandé et qui s'en prennent plein la gueule. Et qui font des belles performances sportives, malgré tout. Oui, c'est ça. Et en fait, elles s'en prennent plein la gueule, mais parce que, non, c'est pas des championnes du monde, mais tous les matins, elles se lèvent, elles font des trucs super et elles motivent plein de personnes. Et je pense qu'au final, l'essentiel, il est là. Et donc voilà, il y en a plein qui s'en prennent plein la gueule de manière non justifiée. Et c'est pas trop mon cas, ou tout du moins pas de façon directe. Alors je sais pas ce qui se dit dans mon dos, mais je me sens pas hyper concernée par ça. Dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de bienveillance. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est pas incompatible à être une influenceuse et à être une sportive ou un sportif, bien sûr, au masculin, passionné, et qu'on peut faire les deux, et que c'est pas parce qu'on a des followers qu'on n'est pas sincère, et que c'est pas parce qu'on a des partenariats rémunérés que notre contenu n'est pas vrai et qu'on n'aime pas partager réellement avec les gens, quoi. Alors j'essaie de rester très vrai dans tout ce que je dis, tout ce que je fais, mais j'y passe quand même du temps, et effectivement c'est une activité comme une autre. Et puis j'ai envie de dire, ceux à qui ça plaît pas, en fait, ils ont juste pas, voilà, ils regardent pas, et puis tout se passera bien pour eux, quoi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Wow. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'on reproche en fait aux influenceurs aussi, et ça par contre je peux comprendre qu'il y ait une certaine hostilité vis-à-vis de ça, c'est qu'aujourd'hui les marques en fait consacrent de plus en plus de budget aux influenceurs, et donc les gens ont l'impression qu'elles consacrent plus de budget aux influenceurs et moins aux vrais athlètes. Moi je pense que non, c'est juste une nouvelle façon de communiquer, et il y a de la place pour les deux en fait. Après, c'est vrai que j'ai écouté pas mal de podcasts francophones récemment qui parlaient de cet aspect-là, et effectivement, quand on se place du point de vue d'un athlète à proprement parler, sur piste ou sur route, et qui a des performances extraordinaires, et qui n'arrive pas à vivre, et qui voit une influenceuse avec des contrats de partout, parce qu'elle a énormément de followers, c'est vrai que ça peut le rendre un peu haineux. C'est compréhensible aussi. Haineux, non mais ça je comprends que ça puisse amener une certaine oui, je comprends que ça puisse amener une certaine frustration, et je trouve ça dommage que certains athlètes de très haut niveau aient justement un petit peu de mal à vivre de leur c'est pas votre faute, quoi, entre guillemets. Oui, voilà, mais c'est pas notre faute. C'est aussi la responsabilité de nos fédérations qui ne les accompagnent peut-être pas assez. Voilà. Effectivement, ouais, je pense, dans l'idéal, ce serait bien qu'il y ait une place pour tout le monde, aussi bien pour les athlètes de haut niveau qui puissent vivre de leur passion, mais je vois pas en quoi les influenceurs empêchent ça, en fait. Complètement. Pour revenir un peu sur la pratique du trail à proprement parler, et notamment de l'ultra trail, c'est une question que je pose à tous mes invités sur ce podcast. Est-ce que tu peux me donner ton regard par rapport au regard justement des non-initiés et des gens de l'extérieur sur la pratique de l'ultra trail, qui est souvent, de mon point de vue, très négatif,
et qui est assez, qui ne cherche pas à comprendre l'objectif de nos objectifs en termes de performance. Est-ce qu'il t'arrive, toi, d'être confronté à des gens qui sont, par rapport au fait que tu fais des performances d'ultra, qui sont critiques gratuitement Je pense pas que ce soit vraiment des critiques négatives. Je pense plus que c'est de l'incompréhension. Et quelque part, je peux comprendre parce que quand j'ai commencé à courir, franchement, déjà me dire un marathon, ça me semblait quelque chose d'assez incroyable. Alors 100 km, n'en parlons pas. Et en fait, je peux comprendre que vu de l'extérieur, quand on n'est pas dans ces sports-là, ça paraît quand même assez incroyable. Et c'est fou, on se demande pourquoi. Et même quand les gens te demandent pourquoi, t'as du mal à donner des raisons vraiment tangibles. Mmh. Au fond de moi, je sais pourquoi je fais tout ça, mais c'est dur de donner les vraies raisons de façon claire. compréhensible, surtout pour quelqu'un qui pratique pas ces sports-là. Donc, et toi, comment tu réagis? J'ai pas l'impression que ce soit plus négatif que ça. Alors des fois, il y a des petits pics, genre voilà, pourquoi tu fais ça. Enfin, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément très négatif. Et mes réactions, c'est que je demande pas aux gens de comprendre ni de faire ce que je fais en fait. Donc il faut tout pour faire un monde en fait. Quelle est la vision avec laquelle tu regardes notre sport aujourd'hui? Là, je parle plutôt la vision côté athlète de haut niveau, course à gros budget, etc. Comment tu sens quelque chose qui est en train de changer ou pas par rapport à ça? J'ai envie de dire que je suis arrivée un peu tard dans tout ça. Moi, ça fait que 2 ans que je pratique le trail, donc en fait, je fais un petit peu partie de cette vague qui se sont mises au trail quand c'est devenu à la mode. Alors, je fais pas ça parce que c'est à la mode, mais j'avoue et j'assume que je fais partie des gens qui ont découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Au final, je trouve qu'on s'éclate tout autant sur une petite course que sur une course à gros budget où il y a plein de monde, etc. Donc, j'espère qu'en fait, on va réussir à trouver une espèce d'équilibre et surtout pour préserver la nature et l'aspect sympa des courses où on n'est pas là à faire la queue sur une montée en single quoi. Mais donc à chaque fois que je pose cette question, j'ai quasiment à peu près toujours le même retour, c'est j'espère qu'on va arriver à garder quelque chose à taille humaine. C'est un peu l'idée qui ressort principalement. À taille humaine et préserver Mmh. la nature aussi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas assez. Alors les courses ont de plus en plus d'engagements éco-responsables, donc on trouve souvent plus de gobelets plastiques, etc. sur les ravitaux. Mmh. Mais à côté de ça, faut penser au fait de préserver les chemins. Enfin, quand t'as 1000 coureurs qui passent sur un single, c'est pas non plus totalement anodin. Et voilà, je pense que il y a l'aspect garder la taille humaine, mais aussi préserver la nature. D'accord. Et donc ça, cet aspect aussi écologique ressort systématiquement. Donc j'ai fait 7 ou 8 interviews et systématiquement ça ressort dans chaque interview. Donc c'est parce que c'est dans l'air du temps et c'est super important au final. Après, la planète va mal et je pense que quand on fait du trail, c'est qu'on aime la nature et que forcément on est préoccupé, impacté par ça. Ok. Est-ce qu'on peut parler des prochains objectifs sportifs que tu t'es fixés? Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors là, sur la fin d'année, mon dernier gros objectif, je vais me réaligner sur la Saint-Élion. Ouais. Donc je commence là à me préparer pour ça. C'est en octobre? Non, c'est toute fin novembre, le fin dernier novembre. jour de novembre. Oui, d'accord. Dans la nuit du 1er décembre. Donc ça, c'est mon gros objectif de fin d'année. Et ensuite, sur 2020, j'ai le calendrier qui est quand même déjà plutôt bien rempli. Donc en avril, je te l'annonce en exclu parce que je leur ai pas du tout parlé sur les réseaux. Merci, c'est gentil. Ouais, grosse exclu. Quel honneur. Je vais participer donc au Marathon des Sables au Maroc. Oh, yes. Le vrai gros format de 150 km en 5 étapes dans le désert en autonomie. C'est beau. Donc ça c'est début avril, ça va être génial. Et ensuite j'ai pas mal de courses à étapes et en duo parce que je te disais j'aime bien ça et puis j'ai mon fameux binôme Xavier qui est partant, donc on va faire la Pyramenta qui est aussi Pyramenta été? Ouais, la Pyramenta d'été, oui, parce que j'adorerais faire du ski de randonnée, mais là je suis pas encore au niveau pour la Pyramenta d'hiver. Mais donc c'est une course en 3 étapes en duo, c'est je pense à peu près 80 km pour 8000 c'est un dénivelé très costaud pour 80 bornes. Et donc je fais ça début juillet avec mon binôme Xavier. On va aussi sûrement faire l'Ultra Lozère, ça c'est fin mai.
Et puis voilà, il y a pas mal de jolies courses qui se dessinent au calendrier, mais clairement, là j'ai pas mal d'objectifs sur des courses à étapes. L'objectif principal, c'est le MDS, le marathon des sables. Ouais, le MDS en avril, et puis on verra sur la fin d'année s'il y a autre chose, mais je pense que ça va déjà être un sacré morceau. Bon, on te suivra alors. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que, hormis lors des courses, quel est le lieu dans lequel tu préfères courir? Bon, en tant que Marseillaise, forcément, voilà. Les Calanques. Voilà, les fameuses. Je le dis pas assez, je le dirai jamais assez, mais venez quoi, c'est juste un cadre. C'est un régal. On a une chance. On habite quand même dans la 2e plus grande ville de France et aux portes de la ville. On a quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment le voir. Je publie plein de photos et j'ai plein de retours positifs d'ailleurs de gens qui me disent waouh, c'est trop beau. Mais encore, ça rend pas sur les photos. Mais sur les photos, ça rend pas par rapport à par la rapport à ce que réalité, c'est en vrai. On exagère un peu toujours. Ouais, on est Marseillais. Non, mais honnêtement, c'est très beau. Il y a en termes de dénivelé, alors même si ça grimpe pas haut, on n'a rien à envier au trail alpin. Je veux dire, quand t'as un trail d'environ 30 bornes ici, par exemple l'Alpin Trail de Pichory. Pichory, ouais, c'est 30 bornes pour 2000. C'est à peu près les mêmes ratios que les trails alpins parce qu'on grimpe pas haut, mais c'est raide. Et c'est plus technique. Et c'est technique, voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le GR20 en Corse, ça se rapproche un petit peu plus de ça, quoi. Tout à fait. Donc, et c'est vraiment un très beau terrain de jeu quand on est. Waouh. T'aimes ta ville. J'aime ma ville. Et donc justement, quel rapport tu as avec cette ville de Marseille aujourd'hui? Écoute, ça s'entend pas à l'accent, surtout avec ma voix enrhumée, mais. Non, ça va. Mais je suis marseillaise, j'aime ma ville, j'adore ma ville. Et ça me fait mal de voir qu'elle a quand même longtemps eu une sale image. Alors c'est quand même en train de changer. Oui, je trouve aussi. Je dirais depuis 2013 en fait, quand on a été capitale européenne de la culture. Faut dire que ça a quand même pas mal bougé. Depuis ça bouge, culturellement parlant, mais aussi à plein de niveaux. Et c'est vraiment une belle ville, pleine de richesses, qui a plein de choses différentes à offrir. C'est hyper cosmopolite. Et c'est ça qui est génial. Je veux dire, il y a les Calanques qui sont fabuleuses, mais même dans le centre-ville, chaque quartier au final est un village à part. Et il y a vraiment plein de choses à découvrir à Marseille. Alors le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que oui, c'est vrai, c'est une ville quand même relativement sale. Et alors on n'a pas de chance parce que effectivement c'est une ville portuaire, effectivement il y a beaucoup de vent, mais c'est aussi les gens. Et sur ça il y a quand même encore un gros travail d'éducation à faire. Il y a une amélioration sur certains quartiers malgré tout. Ça va mieux, mais je pense que les gens, il y a quand même encore un certain travail à faire pour éduquer les gens et pour que ça s'améliore. Et pour que ça s'améliore, mais c'est vraiment une très belle ville. Ça fait du bien d'entendre des compliments sur notre ville de Marseille parce qu'on n'en entend pas souvent. De plus en plus. Ouais. Et moi, je suis contente que via les réseaux sociaux, en fait, j'ai l'impression, à toute petite échelle, à micro-échelle, mais tu vois, ne serait-ce que recevoir un message par tous les 2-3 jours ou par semaine de quelqu'un qui me dit « Waouh, mais c'est beau Marseille, j'ai envie de venir » ou « Tu m'as donné envie de venir, je vais venir » ou « Je vais venir en vacances et est-ce que tu peux me recommander des endroits ?» Rien que ça, tu vois, c'est rien, c'est une personne de temps en temps. Mais en fait... ça me rend vraiment super heureuse de pouvoir promouvoir la ville de Marseille à ma toute petite échelle. Non, venez visiter cette ville, elle est juste... moi, j'y habite pas, mais j'y viens très souvent pour le boulot, etc. C'est juste une ville exceptionnelle. Comme le disait Lisa, on a des endroits pour balader, pour courir, pour se baigner, c'est juste le paradis cette ville. Après, il y a des inconvénients, hein, comme de partout. Ça reste une grande ville. Mais on y est heureux, nous, en tout cas. Voilà, et on le revendique. Très bien. Après, paradoxalement, la meilleure période de l'année à Marseille, c'est tout sauf l'été. C'est le printemps. L'hiver, c'est sympa, parce qu'au final, il fait quand même relativement doux. Et puis, le printemps, il n'y a pas mieux, quoi. Après, de juin à septembre, il y a beaucoup de touristes, mais on vous aime, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais c'est là qu'il fait le plus chaud, qu'il y a le plus de monde et qu'on profite le moins au final. Parce que les Calanques sont souvent fermées à cause des risques d'incendie. Il fait très chaud et du coup, c'est dur d'y aller en pleine journée. Il y a beaucoup de monde. Donc nous, on en profite mieux hors saison, mais on est vraiment content de vous avoir l'été. Donc et après, elles sont plus qu'à nous, donc c'est parfait. C'est ça. Alors, on va passer sur mes fameuses questions rapides de fin de podcast. Alors, pas d'argumentaire à donner, juste une réponse rapide. Hein. Oula. Plat favori après l'ultra? Des pâtes. Boisson favorite après l'ultra? La bière. Gel ou bar ou les deux? Plutôt bar, Meltonic. Désolée, je suis une marque. Il fallait. Donc, et les gels Melto aussi sont cool. Donc c'est fait maison ou industriel? Pour le coup, industriel, mais je fais aussi du maison parfois. Courir en France ou à l'étranger? En France, malgré tout. Et où?
Non, trop dur. Montagne et calanque. Montagne et calanque. Alors là, attention, grosse crise de crampes ou gros problème de digestion? Ni l'un ni l'autre. Ah non, il faut choisir. Ah, c'est-à-dire choisir choisir. le pire entre les deux. Non, Enfin, ce que je préfère. Voilà. Oh putain, les crampes, allez. Les crampes? Ouais, non, je sais pas. Racine ou verglas? Racine. Courir de nuit ou courir de jour? De jour. L'hiver ou l'été? Tu vas me dire le printemps? Non, l'hiver, je dirais en fait. L'hiver, t'aimes bien? Ouais. D'accord. Et le matin ou le soir? Matin. Bon, ben Lisa, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Notre entretien arrive à sa fin. Je te remercie encore une fois d'avoir répondu favorablement à mes demandes et j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Tout pareil, merci. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Bah non, je crois qu'on a quand même dit beaucoup de choses, donc on va laisser les gens un peu tranquilles. Bon, ben je te remercie. Je te souhaite de passer une agréable soirée. Pareil, Salut. bonne soirée. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que, comme moi, vous avez passé un agréable moment en compagnie de Lily Running, et je la remercie de nouveau d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange. Je voudrais lister tous les moyens qui vous permettront de suivre Lily Running sur les différents réseaux sociaux et sur les autres moyens de communication. Donc sur Facebook, vous la retrouverez sur Run and Write, avec les tirés du 6 entre les 3 mots. Sur Insta, @Lily, LILY.running. Vous pouvez visiter son blog à Run and Write by Lily Running, Write W-R-I-T-E. Et sur Twitter, vous pouvez la trouver sur Lily, LILY.running. En ce qui concerne le LTP, n'oubliez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur l'application iTunes Apple Podcast et éventuellement rajouter un petit commentaire. Ceci permettra d'augmenter la visibilité du podcast et de faire vivre la communauté. Si vous voulez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur Instagram à Let's Try Podcast, sur Facebook à Let's Try et maintenant sur YouTube à Let's Try. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!